Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Ce matin a eu lieu la première session du conseil municipal, une séance émaillée par de nombreux incidents qui a très vite tourné à l'affrontement verbal entre certains opposants et le maire de la capitale. Des détails tout à l'heure dans ce journal. Un début de semaine assez particulier pour Nouria Wango, cireuse de chaussures à Ouagadougou. Son plus grand souhait, c'était de rencontrer Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale burkinabé. Un souhait qui s'est concrétisé aujourd'hui même et qui va sans doute faire basculer toute sa vie. Judith Chimadi nous en parle en fin d'édition. Et on se souvient de l'attaque de Kafolo dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, frontière avec le Burkina. Une attaque meurtrière qui avait fait une dizaine de morts côté militaire. Le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, annonce ce matin l'arrestation du cerveau de l'attaque djihadiste de cette localité. Voici pour les titres de LCA 20h. Bonsoir. Débutons cette édition avec la crise au Mali. La Cour constitutionnelle se vide de ses membres. 4 juges ont d'abord, dans un premier temps, rendu leur démission au lendemain de la deuxième grande marche du mouvement du 5 juin. Ils ont été suivis hier par 3 autres membres et certaines sources d'information annoncent également la démission de la présidente. Une information qui n'est pas encore confirmée officiellement. Dans tous les cas, cette institution qui veille au respect de la Constitution et qui proclame en dernier ressort les résultats définitifs des élections se trouve dans une situation inédite. De nombreux acteurs politiques et de la société civile réclamaient la démission de la présidente. L'institution qu'elle préside s'est attirée la colère du mouvement du 5 juin qui l'accuse d'avoir manœuvré pour offrir au RPM, le parti du président Ibrahim Boubacar Keïta, une dizaine de députés de plus par rapport aux résultats provisoires proclamés par la commission électorale à l'issue des législatives en mai dernier. Une décision vivement contestée dans la rue et qui met le Mali actuellement dans une crise post-électorale sans précédent. Les médiateurs de la CEDEAO proposent que les élections soient reprises dans les localités où les résultats sont vivement contestés. Et à Ouagadougou, ce matin, a eu lieu la première session du conseil municipal. Une séance émaillée par de nombreux incidents qui a très vite tourné à l'affrontement verbal entre certains opposants et le maire de la capitale. Certains lui demandent de rendre le tablier pour aller répondre à la justice. C'était en présence de Gilles Dasda et de Achille Ouedraogo. Session houleuse du conseil municipal de Ouagadougou ce matin. À l'ordre du jour de la séance, l'adoption du budget supplémentaire de la commune de Ouaga. Mais les choses vont rapidement prendre une tournure inattendue. Dans la salle où sont réunis les conseillers, les esprits s'échauffent rapidement, des noms d'oiseaux volent, ainsi que des copies du document soumis à l'appréciation des membres du conseil. C'est la cohue totale, l'ambiance est délétère. Resté immobile sur l'estrade, le maire est entouré par des proches. La police va finalement utiliser des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et ramener un certain calme. Tout serait parti de l'affaire d'acquisition de 77 véhicules au profit de la mairie. Une affaire que certains conseillers ont voulu remettre sur la table. On a demandé une motion pour s'exprimer. Et ils ont refusé notre motion pour que nous s'exprimions. Et voilà ce qui a envoyé que on n'a pas pu s'exprimer. Et ensuite, on nous a même mis des gaz. Mais compte tenu que c'est une cause de la commune et que nous sommes comptables de ce qui doit se faire là. Et ça, nous rentrés, on a dit que nous ne sommes pas d'accord. Il faut qu'il arrête la session et que nous ne sommes pas d'accord. Ils vont même plus loin. Donc nous demandons plus de simple que la session là, elle soit annulée. Ça c'est un. Et secondo, que la procédure que la justice doit entamer contre ce monsieur là et ces faits là, qu'il répond. Même si le juge a fauté, lui aussi il a fauté, qui va répondre? Tous les citoyens sont à la disposition de la justice. Ce n'est pas ma fonction de maire qui peut me mettre à l'abri de la justice. Donc je pense que, quel que soit le citoyen, tout le monde est à la disposition de la justice à tout moment. Donc on n'a pas besoin de quitter un poste pour être à la disposition de la justice parce que mon poste n'entrave en rien une action de la justice contre ma personne. Donc je pense qu'ils ont tout faux en pensant que, il faut le dire simplement que ce n'est pas les élections qu'on arrive aux responsabilités. Sous l'œil vigilant de la police, le budget supplémentaire d'un montant de 53 milliards de francs CFA
et bien d'autres décisions seront adoptées en l'absence d'une partie du Conseil. Nous avons adopté également des délibérations pour affecter des ressources que l'État a mis à notre disposition à la construction des écoles. Mais ces décisions sont-elles valables? C'est valable dès lors que le conseil municipal a pu se tenir avec un quorum de nombre d'inscrits suffisant. Ce n'est pas parce que les autres ont fait du bruit et que ce n'est pas valable. Parce que ce que nous demande la loi est que le conseil puisse se réunir régulièrement et que toutes les délibérations puissent être passées au vote. Quant au grief selon lequel les véhicules n'ont pas été acquis selon la procédure qui s'y est, le maire répond. Et qu'ils ne se sentent pas parce que la ville s'est équipée, ça ils peuvent le dire autrement, mais ce n'est pas le maire qui engage les dépenses, c'est le conseil municipal qui engage les dépenses. Et le maire de Ouagadougou de quitter les lieux de la rencontre, à nouveau sous un tumulte, une agitation en sa faveur, cette fois-ci. Vous avez entendu, l'affaire des 77 véhicules achetés par la mairie est le principal élément causal du mouvement d'humeur des conseillers. À ce sujet, Mouni Zungrana de l'opposition et membre de la commission des finances nous donne son explication quant à cette affaire qui défraie la chronique à Ouagadougou. Il a envoyé un projet de délibération comme quoi ils vont payer des véhicules pour des maires. Et nous, à son temps, étant les membres de la commission finance, nous avons demandé que non, qu'il fallait nous envoyer les échantillons des véhicules pour que nous délibérons. Ils nous disent non, que ce n'est pas la peine, que parce que nous délibérons avant que maintenant ils font le show. Ils lancent le marché et celui qui a acquis le marché va envoyer les différents types de véhicules et ils vont faire les choix. Et maintenant, dans tout ça, il y avait des discussions, mais on a trouvé que donner les véhicules aux maires, c'est des priorités pour que ce sont des véhicules de fonction qui vont leur permettre de travailler. Et à l'issue de ça, quand il y a eu la délibération, nous trouvons que en guiche, il y a un guiche du roche parce qu'il y a des choses qui se sont faites parce qu'après ça, il est même allé octroyer le marché à une entreprise où lui-même, sa famille même est partenaire de l'entreprise et l'assurance, même chose. Et donc tout, c'est comme il s'est octroyé lui-même le marché à sa famille pour qu'eux-mêmes en bénéficient. Et les véhicules même que j'ai envoyés, en plus même c'est des véhicules qui ne sont pas des véhicules qui sont bons parce que ces véhicules-là, ça n'adapte pas pour des maires pour leur permettre à travailler. Parce que les maires doivent s'asseoir derrière et derrière là, on ne peut pas s'asseoir. Et donc, dans les échanges, ils ont trouvé qu'il fallait aller remettre les véhicules là et discuter. Ils disent non, qu'ils ne discutent pas, ceux qui veulent, donc à utiliser ceux qui ne veulent pas, tant pis pour ils n'ont qu'à aller marcher à pied. Et ils prennent les maires, d'autres même ont demandé même qu'ils n'ont qu'à leur donner leur ancienne véhicule pour qu'ils puissent. Ils disent non. Je l'annonçais donc tout à l'heure, le chef du commando djihadiste à l'origine de l'attaque menée le 10 juin dernier contre une base des forces de sécurité ivoiriennes dans le nord-est de la Côte d'Ivoire a été arrêté hier dimanche. Nouvelle annoncée ce lundi par le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, lors d'une cérémonie militaire à Abidjan. En rappel, cette attaque avait fait au moins 10 morts parmi les militaires ivoiriens. C'est l'une des plus meurtrières depuis l'attentat de Grand Bassam en 2016. La Cour pénale internationale tient de lundi à mercredi des audiences pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par sa procureure suite à l'acquittement de crimes contre l'humanité de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. L'appel doit démontrer que la Chambre de première instance a commis des erreurs de droit et de procédure qui ont abouti à l'acquittement pour tous les chefs d'accusation. Les deux hommes ont été reconnus non coupables de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire qui ont fait 3000 morts. Ils ont été libérés sous condition en février 2019. Retour au Burkina pour parler de réconciliation nationale. Le Hajkroun passe à une nouvelle étape dans le cadre de ses activités en faveur de la cohésion nationale. Sa trouvaille allait à la rencontre des forces vives du pays pour semer les germes du vivre ensemble, pour que les journalistes soient au même degré d'information qu'elle. L'institution a tenu une rencontre ce matin avec les hommes de médias. Gilles Dafda, Achille Ouedraogo. Bien souvent,
sur le cas des dossiers que nous avons pu résoudre. Le Ashkroun va partir à la rencontre des différentes composantes de la société burkinabé. Une visite de travail et d'échange pour faire passer un message, celui de la cohésion nationale. Concrètement, il s'agit d'aller à la rencontre de structures de jeunes, de syndicats, de coutumiers, bref de toutes les entités de la société pour s'assurer que la mission du Ashkroun est comprise par tous et de la même manière. Pour ce faire, un processus est déjà mis en branle pour toucher le plus large possible. Nous les avons saisis avec des propositions de date et pour être flexible, ne connaissant pas le calendrier exact de chacun, nous avons quand même déterminé une période. Il y a eu le dialogue politique qui avait été convoqué par le président du Faso. Il y a eu des recommandations, il y a eu des appels et nous avons été invités. Et nous allons, en allant aux partis politiques, nous avons en fait pour souci de voir avec eux le suivi, comment nous faisons, comment on met tout ça en fait en musique, avec ce qu'ils ont souhaité, ce qu'ils ont dit du Ashkroun. La plupart de nos échanges avec les partis politiques vont porter sur ça. Ils vont porter aussi sur des réflexions qui peut-être sont des sujets de l'heure. Covid-19 et insécurité étant deux des plus grands défis du moment. Des défis qui doivent être relevés sous certaines conditions clés. Il faut maintenant que nous sachions comment, en cherchant à relever ces défis-là, comment les ramener à la dimension réconciliation nationale, unité nationale, cohésion sociale. Parce qu'il est évident que le programme qui est le nôtre ne peut être vraiment porté avec des chances de succès que si ceux-là même qui sont les premiers concernés, je veux dire nos populations, si elles ne sont pas dans des conditions optimales qui les ouvrent à l'écoute du message que vous allez leur porter. Aujourd'hui, il est évident que si vous allez parler de réconciliation à des populations qui sont dans des zones où elles ne savent même pas si demain la nuit va bien se passer et si demain elles seront encore vivantes, elles ont d'autres préoccupations que d'écouter le message de la réconciliation ou le message de la cohésion sociale. Ouais. Donc, c'est voir dans tout ça comment est-ce que nous intégrons ça à notre réflexion et comment est-ce que nous faisons pour que ce message-là, lorsque nous le portons, il prenne en considération aussi les préoccupations du moment de nos populations. Le Ashkroun prend ainsi les devants pour poser les jalons de la réconciliation des fils et filles du Faso afin de construire à nouveau un vivre ensemble tel que celui dont nous avons hérité de nos lointains dévanciers. La commissaire européenne en charge des partenariats internationaux était à Kosiam ce matin. Elle était accompagnée de la secrétaire d'État française en charge des affaires européennes. Avec le président Roch Marc Christian Kaboré, les échanges ont porté sur la situation sécuritaire, la pandémie du coronavirus et ses conséquences sur les économies et les élections à venir. L'Union européenne a annoncé à cette occasion d'importants décaissements au profit du Burkina Faso. Nous écoutons à ce propos la commissaire européenne. A very good and constructive meeting with President Kaboré. Nous avons eu une réunion constructive avec le président du Faso et la raison pour laquelle nous sommes ici, moi-même plus la représentante pour cette approche Team Europe. Donc c'est une approche conjointe de l'Union européenne et des pays membres et des institutions financières. Le paquet que nous avons pour le Burkina Faso, c'est 162 millions d'euros. Bien sûr, nous sommes très fiers de cela. En plus, nous sommes en mesure d'annoncer au président Kaboré qu'en juillet, nous aurons un décaissement de 60 millions d'euros pour le Burkina Faso. L'idée ici, c'est qu'avec ce financement, nous sommes en mesure d'aider le gouvernement
Et en vue de lutter contre la COVID-19, il y a des secteurs dans lesquels nous mettons l'accent en termes d'aide humanitaire. Nous avons la sécurité alimentaire, le système alimentaire et de santé. Donc ce sont les 3 secteurs où nous essayons d'aider le gouvernement pour alléger vraiment et lutter contre la COVID-19. Et comme je l'ai dit, la réunion fut vraiment constructive. Donc nous avons parlé de la situation sécuritaire au Burkina Faso ainsi que les conséquences du coronavirus. Nous avons parlé des élections à venir et la sécurité régionale au niveau régional. Donc c'est ma 2e fois de venir au Burkina Faso. Je suis très heureux et nous savons que nous allons continuer cette brillante collaboration entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Nous reviendrons sur cette actualité demain avec plus de détails. Autre point dans cette édition, la réunion statutaire du Comité national de gestion de la réponse à la crise du coronavirus s'est tenue ce matin à la primature. La réouverture prochaine des frontières terrestres, ferroviaires et aériennes sont au centre des échanges entre le comité et le gouvernement. Pour ce faire, plusieurs dispositions sont en vue sur le respect des gestes barrières afin de prémunir les populations des éventuels risques de contamination. Le point avec Ahmed Nanema et Constantin Sieda. Les frontières terrestres, ferroviaires et aériennes seront bientôt ouvertes. Et cette réunion entre membres du gouvernement et le Comité national de gestion de la réponse à la crise du coronavirus se tient ici à la primature pour en discuter. Nous avons décidé de la réouverture prochaine des frontières terrestres, maritimes, aériennes et ferroviaires. En ce qui nous concerne, c'est terrestres, ferroviaires et aériennes. Donc par conséquent, ça va nous poser un certain nombre de problèmes avec ce qu'on voit déjà comme cas importés de plus en plus nombreux dans notre pays. La réouverture des frontières n'étant pas sans risque, un plan de prévention est élaboré dans ce sens pour limiter au maximum les cas importés. D'où justement tout le plan qui est mis en œuvre par le ministère en charge de la santé à travers donc la sectorielle qui prend en compte la santé et les autres ministères partenaires, afin donc de participer et de prévoir l'élargissement du dépistage volontaire, de prendre également en compte les procédures de confinement pour que nous puissions justement mieux gérer ces cas lorsqu'ils se mettront en place, d'améliorer également la communication afin justement que le recul que nous voyons au niveau de la pratique des gestes barrières, au niveau également des bons comportements qui nous ont permis d'avoir ce niveau-là, que ce recul-là puisse être arrêté, stoppé et que nous reprenions nos bonnes mesures. Les conclusions de la réunion statutaire du Comité national de gestion de la réponse à la crise du coronavirus avec le gouvernement concernent également l'enquête de la séroprévalence afin d'avoir une idée exacte de l'état de la COVID-19 au Burkina Faso. Face au constat du recul des gestes barrières au sein des populations, le comité propose le maintien de l'alerte sanitaire afin de rester toujours en veille et éviter un regain des cas. Le comité salue par ailleurs le travail abattu par les acteurs de la santé qui ont contribué à la baisse du nombre de contaminations dans le pays. Et c'est un lundi, pas comme les autres pour une jeune fille cireuse de chaussures à Ouagadougou. D'habitude, tous les matins, elle sillonne les artères de Ouagadougou à la recherche de potentiels clients. Mais aujourd'hui, Nouria s'apprête à réaliser son plus grand souhait, rencontrer le président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé. Un rêve devenu réalité pour cette jeune fille qui se bat au quotidien pour s'en sortir. On en sait plus avec Judith Chimadi et Bassirou Sawadogo. Tout a commencé ce matin où elle a réalisé son plus grand rêve, celui de rencontrer le président de l'Assemblée nationale et lui faire part de son histoire. Je suis très content parce que c'était mes rêves. En tout cas, c'est une nouvelle vie parce que je souffrais. Maintenant, je sais que non, ça va aller, Inch'Allah. Dieu va mettre sa main et puis ça va arranger. Le récit de Wango Nouria n'a pas laissé indifférent le président de l'Assemblée nationale. Il a même improvisé une visite au domicile de cette dernière. Vas-y, rentre avec ton tonton là-bas. Elle m'a raconté son histoire.
C'était très émouvant. Le seul enfant de ses parents, sa mère ne vit plus, son père n'est pas au pays. Elle a quitté Kupela, venir à Ouagadougou sans connaître quelqu'un. Elle dormait à la gare, après à la maison du peuple. Et souvent pour manger, c'est très difficile. Là où j'ai été touché, elle n'a pas choisi la courte échelle. Elle a choisi de se battre pour se faire une place au soleil. Et c'est ça qui m'a plu. J'ai décidé sur le champ de l'accompagner chez elle à la maison pour venir voir dans quelles conditions elle vit. Je suis venu, j'ai constaté moi-même, et elle et moi, nous nous sommes parlé. Nous nous sommes dit les choses. C'est donc une lueur d'espoir pour cette jeune dame qui ose désormais espérer un avenir meilleur. Je voulais une boutique de chaussures, puis vendre les talons, les chômelles, cirer un peu, pour pouvoir s'en sortir quoi. Donc j'ai essayé de l'expliquer. Je remercie Dieu. Il m'a dit qu'il va m'aider, Inch'Allah. Ouais, il a promis de me faire ça. Il va faire une boutique pour moi, une boutique de chaussures. Et puis il va essayer de voir ma maison pour pouvoir m'aider un peu quoi. Et à manger, comprenez-nous non? C'est donc une question de temps. Bientôt, Wangonoria va réaliser ses rêves. L'histoire de la jeune sureuse de Ouagadougou qui rêvait rencontrer le président de l'Assemblée nationale est partie d'une rencontre avec une journaliste de la RTB Télé qui a alors décidé de faire un reportage sur elle. Un reportage qui a permis d'ouvrir aujourd'hui à la jeune dame de 27 ans les portes d'un avenir radieux. On poursuit ce journal avec l'Égypte qui change de ton et qui parle pour la première fois d'une intervention directe chez son voisin libyen. En cause notamment de la situation sur le terrain, depuis début juin, les forces loyales au gouvernement d'union nationale basées à Tripoli et reconnues par l'ONU ont engrangé d'importantes victoires militaires grâce à l'appui de la Turquie. L'allié du président Sisi, le maréchal Khalifa Haftar, est donc le premier perdant. L'homme fort de l'Est a, semble-t-il, perdu la bataille de Tripoli qu'il tentait de prendre d'assaut depuis avril 2019. Le président égyptien a déclaré samedi dernier que son pays avait un droit légitime d'intervenir en Libye. Il a ordonné à son armée d'être prête à effectuer toute mission en dehors du pays si nécessaire. Avant de clore cette édition, passons en revue les quotidiens burkinabés et ivoiriens qui abordent la candidature de Henri Konan Bédié avec Drissa Traoré. Ce lundi 22 juin, nous épluchons les colonnes des journaux qui se sont intéressés à la candidature de Henri Konan Bédié à la présidentielle ivoirienne. Une candidature assez critiquée par les médias ivoiriens et burkinabés. L'octogénaire proposé par les membres du bureau du PDC pour aller à la reconquête du fauteuil présidentiel et qui a beau dire à la une du Nouveau Réveil, je reçois cette demande comme une mission de service public, ne convainc pas le pays au Burkina qui affiche en une le barreau d'honneur du 5 de Daoukro. Le journal de souligner qu'à l'analyse, on peut avoir l'impression que l'homme a agi beaucoup plus par revanchisme que par le souci d'apporter une plus-value à la gouvernance de Ouattara. Le jour, lui semble trouver sa petite réponse en ironisant. Candidat à 86 ans, Bédié veut diriger la Côte d'Ivoire par procuration. De quoi amener Jeune Afrique à s'intéresser aux propos d'un cas du RHDP qui se demande si le PDCI qui a régné sur ce pays durant plus de 30 ans ne peut pas produire un candidat plus adapté au XXIe siècle. Et aujourd'hui, Faso ne dit pas autre chose en reprochant d'ailleurs à Ouattara, Gbagbo et Bédié de rester autistes durant 3 décennies à toute dévolution du pouvoir à la génération montante. Il est grand temps, s'exclame le journal, pour ces 3 dinosaures qui ont fait leur temps quittent la scène. La Côte d'Ivoire n'est point leur propriété. Waka sera sur la même ligne, évoquant un éventuel psychodrame en affichant ces titres plutôt prémonitoires. Côte d'Ivoire, les papis font de la résistance. Et s'il faut compter encore avec les frondeurs à l'intérieur du PDCI, tous ces jeunes loups qui ne veulent plus patienter sur le banc de touche en regardant les vétérans jouer, on peut être tenté de dire que la carte Bédié pour la présidentielle n'est pas encore passée. Le journal poursuit en faisant davantage dans la raillerie. Si Bédié peut être candidat et que Alassane Ouattara peut l'être également, ce sera la continuation du règne sans fin des papis qui ne sont jamais vieux au point de quitter les affaires, jusqu'au jour où les affaires les quittent. Mais dans tous les cas, conclut l'histoire du Faso, il reviendra aux Ivoiriens de savoir choisir le prochain président de leur pays. Entre le changement et la continuité, entre la jeune génération qui inspire l'espoir et la vieille garde qui, apparemment, ne devrait plus avoir à proposer de nouveau.
Voilà, c'est ce qui met fin à notre édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous.